L'aviez-vous vu en train de violer? Non. Vous allez faire un effort, parler dans le micro. Oui, non, je ne l'ai pas vu. L'aviez-vous vu en train de violer? Non. L'aviez-vous vu en train de voler? Non. L'aviez-vous vu en train de piller? Non. Est-ce que vous avez vu M. Diakité en train de donner des instructions à une quelconque personne à l'effet de tuer, de piller, de violer au stade du 28 septembre? Non. La seule fois où je l'ai vu parler avec quelqu'un, c'est quand il parlait à Marcel à la clinique et qu'il fallait nous laisser rentrer à la clinique pour nous soigner. C'est la seule fois. Merci. Et vous avez eu à parler de la discussion chaude, très surchauffée, entre M. Abakar Diakité Ditumba et M. Marcel. Parce que Marcel s'opposait farouchement à votre admission à la clinique Ambroise Paré, avec la menace de faire exploser la clinique Ambroise Paré. Vous confirmez cela? Oui, tout à fait. Je pense que non seulement je le confirme, mais si vous demandez aux médecins et infirmières qui étaient de garde ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient présents, ils étaient sur le seuil, prêts à nous recevoir. Et donc, quand il y a eu l'altercation entre Marcel et Toumba, Marcel s'est opposé à plusieurs moments. Et quand ils sont revenus, il n'y a pas eu d'entente. Quand il a menacé avec la grenade, les médecins même ont fui. Et je pense que si on était rentré, il y aurait eu la catastrophe dans cette clinique ce jour-là. Et pendant ces temps, M. Tchegolo était présent. Tchegolo était sur les lieux. Il a essayé. Oui. Il a essayé de parler à Toumba un moment. Est-ce que était-il intervenu pour dissuader Marcel à l'effet de renoncer à son dessein criminel tendant à faire exploser la clinique? Je l'ai vu à un moment essayer de parler à Marcel. C'est de courte durée, mais il a essayé. Marcel n'écoutait personne ce jour-là. Okay. Donc, vous êtes formel que c'était bien Marcel. On peut demander au tribunal de le faire passer ici. Vous pouvez le reconnaître? J'ai dit que j'ai vu Marcel à l'intérieur du stade. Là-haut, je ne l'ai pas bien observé. Mais à l'intérieur du stade, puisqu'on est resté un moment où il tournait, il nous a frappé. Je l'ai vu me frapper, je l'ai vu frapper Sidia. Je l'ai revu sur l'esplanade où il a tourné pendant que Toumba était allé à l'intérieur du stade. Parce que Toumba nous a laissé la voiture, il est parti en courant vers l'intérieur du stade. Je l'ai revu. Et je l'ai encore vu plus clairement et Toumba était en train de lui parler par son nom. Je l'ai vu à la clinique. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir votre bourreau devant vous en plein jour et oublier son visage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui vous frappe, vous garderez cette image-là de lui. Merci. Surtout que vous n'êtes pas resté une minute avec lui. Plusieurs moments, on est resté avec lui. C'est bel et bien Marcel qui était là et qui nous a frappés. C'est bien Marcel. Et saviez-vous que, contrairement aux affirmations de bienfaisance dont le président Dadis a fait état ici, saviez-vous qu'il a fallu une médiation menée par les leaders religieux sous la direction du ministre Koutoubou Sano que le président Dadis a ordonné votre mise en liberté pendant que vous étiez à la clinique? Vous le saviez? Non, je n'étais pas dans le secret, mais lorsqu'ils sont venus, la délégation est arrivée, ils nous ont dit qu'ils ont vu le président du CNDD et que le président du CNDD a bien voulu accepter de nous laisser partir chez nous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, je suppose que c'est justement cette délégation qui a mené les négociations pour notre libération. Ça, c'était visible. Bon, s'il vous plaît. Bon, les techniciens, je pense que tous ces trois micros-là, on n'entend pas bien. Non, ça marche. Ça marche. Bon, je vais prendre.
Celui-là? Il ne marche pas. Celui-là marche. Oui, celui-ci. Oui, d'accord. Allez-y, maître. Bon, M. Koutoubou Sano l'a dit. Il l'a dit dans un ouvrage. J'ai produit le document au dossier que vous n'étiez pas des hommes libres là-bas. Il a fallu cette médiation. Visiblement, nous n'étions pas libres. Nous savions qu'une fois que nous étions à la clinique, on voulait même nous empêcher de téléphoner. Nous étions bel et bien détenus. Il y avait des gendarmes qui gardaient, qui étaient à la porte. Et nous étions prisonniers. C'est évident. Depuis l'instant qu'on est allé à la gendarmerie, on était en détention. On a reçu quelques petits soins, mais ce n'était pas suffisant. Mais nous étions bel et bien en détention. Très bien. Je voudrais continuer. J'allais passer par rapport au véhicule de M. Abouakar Diakité Ditumba. Lorsqu'il vous a fait embarquer, n'avez-vous pas constaté la présence d'un civil qui occupait le siège opposé à celui du chauffeur qu'on appelle communément côté escroc? Chez nous ici. Non, il y avait quelqu'un dans le véhicule. Vous savez, nous sommes venus de l'intérieur du stade avec Abouakar Diakité Toumba. On est venu avec lui de l'intérieur du stade et on est venu, et quand on nous a embarqués, nous on n'était pas sur la place qui est à côté du chauffeur, il y avait une personne qui était assise là-bas. Je n'ai pas vu son visage, je ne peux pas dire qui c'était. Ok. Mais il y avait quelqu'un. Merci, nous savons. Mais la personne est restée silencieuse pendant tout le temps. Très bien. On ne l'a pas remarqué. Voilà. C'est M. Fromo. C'est lui. Oui. Voilà. Et lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, quand vous voulez sortir, où on vous a réservé un traitement et que vous ne compreniez pas, et puis il a fallu beaucoup de coups de fil pour que vous parveniez à sortir du pays. Est-ce que vous comprenez à présent que vous étiez devenus des personnes non grata dans votre pays suite à ces événements, en dépit de votre qualité de victime? Il est évident que lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, moi j'ai trouvé les collègues Sidia Touré et Jean-Marie Doré à l'aéroport. Quand je suis arrivé, j'ai donné mon passeport à mon chauffeur. D'ailleurs, avant que je donne mon passeport, j'ai vu Sidia et Jean-Marie. Sidia m'a dit, mon frère, on a bloqué notre passeport. Je lui ai dit, peut-être tu as un passeport diplomatique? Il a dit oui. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi je vais avec le passeport ordinaire. Et donc, moi j'ai envoyé mon passeport ordinaire par mon chauffeur, qui est revenu après, tout calme. Il m'a dit, ah, le commissaire, ils ont retiré le passeport. Donc j'ai compris que les instructions avaient été données aux autorités aéroportuaires de ne pas nous laisser sortir. Alors on a essayé de parler avec l'agence parce qu'on nous attendait à Abuja pour le sommet. L'agence a dit qu'ils ne peuvent rien, que ça c'est une affaire interne. Jean-Marie, qui avait ses entrées donc au CAL Faya, a appelé le président du CNDD. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Ils ont parlé, après il a passé Sidia. Nous étions trois, mais moi je n'ai pas parlé avec lui. Les deux ont parlé avec lui. Il était plus familier avec Sidia et Jean-Marie que moi. Donc ils ont parlé avec lui. Et puis je les ai entendus dire oui, on va revenir, on fait le sommet et puis on revient. Donc c'est ainsi qu'il a, je crois qu'ils ont donné des instructions au commissaire de l'aéroport après. Et on nous a remis nos passeports. On est monté les derniers. L'avion était presque prêt. Et donc on est monté dans l'avion, ils sont partis à Abuja. C'est la raison pour laquelle je dis que nous n'avons pas fui Conakry en sortant par nos propres moyens. Non. Nous sommes sortis de Conakry de cette manière. On a reçu les billets de la CEDEAO et on est allé pour le sommet qui discutait justement de la question guinéenne. Et c'est là où les sanctions sont tombées contre la Guinée. Donc quand nous sommes sortis, sachant comment on est sorti du pays, on n'était pas encouragés à revenir. On se disait, mais ces gens-là, certainement, ils ont quelque chose de mal contre nous. Et donc, on est resté. Et c'est ainsi qu'on est allé à Ouagadougou et puis tout le reste. Nous sommes revenus ici au mois de janvier
2010. Okay. Oui. Et pourquoi tous ces temps, en dehors du territoire national, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Nous craignons pour notre sécurité. Nous sommes partis en octobre, on est resté en novembre, et début décembre, quand il y a eu les événements du 3 décembre 2009, nous étions, chacun était de son côté, on avait quitté Ouagadougou. Et c'est après ça, quand il y a eu l'accord de Ouagadougou et que Jean-Marie est allé là-bas avec les autres, parce qu'il y a eu des discussions, et quand on a nommé le général Konaté comme président par intérim, il est venu à Conakry, et avec la communauté internationale, ils ont demandé que les leaders reviennent. Nous n'étions pas les seuls maintenant, parce que d'autres aussi étaient partis, d'autres étaient sortis. Et nous craignons pour notre sécurité. Ils nous ont dit non, on va prendre les mesures de sécurité, on vous affectera de la protection. Et nous, on était à Paris, il y avait Jean-Marie, plutôt il y avait Selouda Diallo, il y avait Sidia, il y avait Alpha, Condé et moi-même. Nous nous sommes retrouvés au restaurant, dans un restaurant, et on a longuement discuté à 4 pour savoir quelle était notre position, quelle position fallait-il prendre. Et on a dit qu'on a des protections ici, mais bon, chacun dans le groupe, certains n'y croyaient pas trop. Et finalement, moi j'ai dit je rentre. J'avais confiance, je suis rentré le premier. Et quand j'arrivais à l'aéroport, on m'a donné des militaires, on m'a donné, je crois, 6 ou 7 militaires comme protection. Et après, je les ai appelés. J'ai dit, je suis arrivé, il n'y a rien. Effectivement, ils nous ont donné la protection. Et entre-temps, le général Sekouba était déjà le président parce qu'il fallait qu'on revienne pour choisir le Premier ministre de la transition. Parce que Jean-Marie n'était pas choisi encore. Il fallait que les forces vives se réunissent pour choisir quelqu'un qui devait être le Premier ministre de la transition. Donc, quelques jours après, M. Alpha Condé est revenu, Sidia est revenu, Seloudal est revenu. C'est à la suite de ça que nous nous sommes réunis pour désigner Jean-Marie comme le Premier ministre de la transition. Je ne sais pas si vous avez suivi avec nous l'une de vos militantes qui vous a d'ailleurs précédé à cette barre, Madame Fatou Yaïbari, qui dit avoir été persécutée. Elle était à tout moment menacée et il a fallu même qu'elle change de domicile. Alors, je ne sais pas si elle vous a fait état de la persécution dont elle faisait l'objet. Je suis parfaitement au courant de ce qui est arrivé à Madame Bari. Elle était une militante active de mon parti. Militante très active. Nous, on l'appelait Madame Diallo, on l'appelait Madame Diallo Babeto. Elle était très active. Et le 28 septembre, je sais qu'elle a reçu beaucoup de sévices. Et même les éclats, il y a effectivement un éclat de balle dans la tête, c'est évident. Nous avons essayé avec Gandhi à l'époque, qui était le secrétaire général du parti, moi j'étais le président, et avec Gandhi nous avons essayé. Même l'ambassade de France, c'est moi qui avais négocié avec l'ambassade de France, parce que l'ambassade de France m'avait dit qu'ils avaient un service qui pouvait nous aider pour les victimes. Parce que la communauté internationale ici était très intéressée à l'affaire des femmes qui avaient été blessées ou violées. Et donc, je me suis adressé à l'ambassade de France. Ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, envoyez-la, on va la soigner. J'ai envoyé Mme Bari effectivement à l'ambassade de France. C'est ainsi que l'ambassade de France l'a prise en charge. J'ai écouté les débats. Elle n'était pas diplomate, mais elle a été prise dans ce cadre-là. Et non seulement elle, mais je dirais aussi que notre monsieur Mamadi Kaba, qui est de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, a joué un rôle très positif pour l'envoi de certaines femmes qui avaient subi des sévices au stade. Et il y avait plusieurs militantes du parti de l'UFDG de mon ami Selouda Diallo et des militantes de mon parti. Je crois que moi je dois avoir 3 ou 4 personnes dedans. Et donc, le GDH avec la communauté nationale, ils ont aidé. Et moi-même, j'ai contribué aussi pour mes militantes qui partaient, ne serait-ce que pour leur donner de l'argent pour leur séjour. Et donc, on a arrangé pour les envoyer. Madame Diallo a subi des sévices graves et il y a un moment, là-bas, elle avait peur de rester chez elle. Les premiers jours, elle était comme nous-mêmes, parce que comme je l'ai dit le matin, nous-mêmes, on changeait de résidence toutes les nuits. Pendant au moins une semaine, on ne dormait pas chez nous. Et je suis sûr que mes autres collègues faisaient la même chose. Nous avions peur d'être traqués par ceux auxquels nous avons échappé miraculeusement au stade. Ils nous reviennent nous attaquer à domicile. Et donc, Mme Diallo a été sérieusement éprouvée. Et je confirme
tout ce qu'elle a dit. Et jusqu'à présent, malheureusement, nous avons essayé. Ici, ils n'ont pas pu opérer parce que c'est un truc, il faut un neurochirurgien. Et je crois que ce serait très important que cela soit pris en compte. Et comme je l'ai dit ce matin, mon appel à ce tribunal, c'est au-delà des décisions que le tribunal pourra prendre. Il faudrait absolument que le tribunal daigne accepter de donner une compensation importante aux victimes du 28 septembre. Les personnes qui ont été assassinées et les femmes qui ont subi des violences. Je crois qu'une juste compensation ferait justice pour ces dames-là. Elle fait partie de ce lot. Elle a besoin de soins pour faire une intervention chirurgicale, pour lui enlever l'éclat qu'elle a. Elle a les radiographies. J'ai suivi tout. Je connais son état. Je connais très bien son état. Et je crois que c'est un fait malheureux. Elle fait partie des grandes victimes. Et je voudrais dire encore une fois ici, parce que j'ai vu des victimes ici à la barre, elles ne sont pas folles. Elles sont en train d'endurer le traumatisme qu'elles ont subi. Et ça compte. Les femmes sont souvent, il y a des parties de la femme, il y a certains gestes qu'on ne doit pas faire. Et donc, elles ont subi vraiment des traitements inhumains. Et c'est le résultat. Et quand j'ai vu la dame la dernière fois parler ici, moi je connais, parce que mes militantes qui étaient avec elle à Dakar la connaissent bien. Elle a été victime d'atrocités réelles. C'est évident. L'autre a eu le courage de dire ici qu'elle a été violée. La précédente, la première qui est venue. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir ce courage de se mettre devant le public en sachant que ce procès est suivi à la télévision dans le monde entier. Ce courage-là, nous devons l'honorer. Nous devons honorer ce courage-là et faire en sorte que avoir plus de compassion pour ces victimes que de penser que ces dames-là sont des folles. Elles sont loin d'être folles. Elles sont la victime des gestes inhumains qu'elles ont subis. Je souhaite que votre appel tombe dans de bonnes oreilles au-delà de ces tribunaux, puisque tout le monde suit ces procès pour que madame soit prise en charge. Son cas est très préoccupant. Je poursuis. Il y a eu des leaders qui ont été indemnisés. Je ne sais pas si vous en faites partie. Non, moi je n'ai pas reçu d'indemnisation. On me l'avait proposé. Jean-Marie était Premier ministre à l'époque de la transition. Moi j'étais porte-parole des forces vives. Je me suis trouvé un jour dans le bureau de Jean-Marie. C'est lui qui m'a informé qu'il allait indemniser, il allait nous indemniser, moi, pour les montants que j'ai payés pour mon opération et le transport pour aller me faire soigner. Et je lui ai dit non. Mais je ne savais pas le montant qu'il avait donné aux autres, mais moi, je n'ai pas accepté. Je n'étais pas au courant de ce qu'il avait donné aux autres. Mais moi, j'étais dans ce bureau, il me l'a proposé, je n'ai pas accepté. C'est pour des raisons personnelles, je n'ai pas accepté. Et à présent, qu'est-ce que vous sollicitez à titre de dommages et intérêts? Mon appel, je l'ai dit, moi je ne demande rien au tribunal. Je suis ici pour dire que plutôt plaider pour les victimes, les autres, les personnes qui ont subi des sévices graves, les personnes qui ont été assassinées, leurs familles. Je souhaite que le tribunal tienne compte de cela et qu'il y ait une juste compensation pour toutes ces personnes. C'est mon souhait. Moi, je ne demande rien. Je pense que nous devons nous unir pour aider ces personnes-là. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'en étais. Bon, encore une fois de plus, faites un effort, Monsieur Fall. Ce micro-là. Parlez dans le micro. Je ne sais pas si ce sont les micros ou bien c'est vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, je vais mettre là. Non, c'est bon là, je vais approcher. C'est bon, je vais faire des efforts pour m'approcher bien comme ça. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Excusez-moi, Monsieur le Président, pour le léger retard qui enfreint l'usage des temples et que vous pardonnez. Monsieur Fall, Oui, maître. on ne sait plus quelle attribution vous donnez. Premier ministre, diplomate. Sincèrement, la République, bien que je ne sois pas investi du titre, et vous êtes fier, hein? Moi-même. Et c'est ce qui m'engage. Je vous dis que le défilé à la barre de Baouri, M. Baouri, et de vous, nous enchante tellement. C'est-à-dire que le bréviaire du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, vous l'avez incarné. Je crois que votre respect dû au tribunal même, à la Cour, les instruments juridiques internationaux, c'est vous qui les avez élaborés. Heureusement que vous le portez à la connaissance de la Cour. Vous êtes heureux que ce soit votre pays même qui abrite cette cérémonie macabre. Les questions maintenant. Question. Vous confirmez, nous sommes en train de rechercher nos bulletins, que Toumba a bel et bien été votre sauveur. Je le dis depuis ce matin. Que Jean-Marie Doré et autres, Oui, maître. oui, ont eu la vie sauve grâce à lui. Oui. Vous confirmez aussi qu'à la clinique Pasteur, Keburo était accompagné par d'un cortège et qu'il était bel et bien présent avec Marcel en ces lieux. Oui, j'ai pas vu le cortège qui était avec Jean-Marie, et plutôt avec Keboro. Nous étions dans une atmosphère surréaliste, mais j'ai vu Keboro, j'ai vu Marcel et Toumba. C'était les trois acteurs ce jour-là que j'ai vus. Et ça se jouait entre Toumba et Marcel. Mais donc Marcel était sain, vivant, viable, véritable et coordinateur de tout. C'est ça? Écoutez, en ce qui nous concerne, il y a eu des groupes qui ont fait le massacre à l'intérieur du stade, ceux qui ont tiré sur les gens, il y avait ce groupe, il y a d'autres qui ont violé les femmes, mais le groupe qui a martyrisé les leaders politiques, c'est le groupe de Marcel. Nous, notre groupe, pas tout le monde, puisque les leaders ont été éparpillés, mais Selou Dalin, Sidia Touré, Mokhtar, moi-même, c'est Marcel qui s'est occupé de nous. Je ne sais pas quel est le groupe qui a battu Jean-Marie. Parce que Jean-Marie, comme vous savez, il a été le premier qui a été pris par les militaires. Parce que sa rentrée à l'intérieur du stade a coïncidé avec l'arrivée des militaires. Très bien. Et donc, dès qu'ils sont venus, c'est le premier qu'ils ont pris. Je ne sais pas quel est le groupe qui l'a battu. Nous, on l'a trouvé sur dehors, déjà fortement blessé. Vous confirmez aussi qu'au stade du 28 septembre, il y avait les bérets rouges, les bérets verts. Oui. Et vous savez que seule la police et la gendarmerie avaient droit de citer en ces lieux, en ce moment et pour la circonstance.
Oui, je crois qu'il y avait des policiers, il y avait des gendarmes, il y avait des bérets rouges. Bon, il y avait tout un ensemble. Oui, mais ça ne devait pas vous étonner parce que c'était eux la gouvernance en ces lieux. Quand il y a des mouvements comme ça, les manifestations, c'est la police et la gendarmerie, c'est ça? Oui, normalement, mais pas pour... La police n'est pas dédiée pour aller faire des représailles contre des gens qui sont dans un enclos, qui sont là pacifiquement, que la police vienne les brutaliser. Ni la gendarmerie, c'est pas leur devoir, ça. Leur devoir, c'était au contraire de venir assurer notre sécurité. Mais ils ont participé aux représailles. Et les gendarmes et les policiers, ceux qui étaient venus. Vous avez vu des photos où on voit des gendarmes arrêtés, forçant des femmes à se déshabiller? Des photos ont circulé ici. Il y avait beaucoup de photos ici, après le 28 septembre. Moi-même, j'avais une bonne collection. Très mauvais souvenir. Parlons de Toumba. Qu'est-ce qu'il représente pour vous à ce jour, après combien d'années? Les années qui sont passées, moi j'ai commencé à parler de Toumba dès après le massacre du 28 septembre. Après le 28 septembre, je crois au mois d'octobre et autres, j'ai commencé à parler de Toumba. J'ai fait des interviews ici, à la radio, un peu partout. Et j'ai dit que c'est Toumba qui nous, sans donner trop de détails même, j'ai dit que c'est Toumba qui nous a sauvés à l'intérieur du stade. 13 années après, pendant très longtemps, Toumba était introuvable. Il était introuvable. Et quand Toumba a été arrêté, qu'on l'a transféré en Guinée, je me suis dit certainement que ce procès va avoir lieu enfin. Malheureusement, il ne s'est pas tenu. Et Toumba, quand il est arrivé, quand on m'a dit qu'il a été arrêté, et quand il y a eu le changement le 5 septembre et que le nouveau gouvernement a eu le courage d'organiser ce procès, je me suis dit, encore une fois, tout ce que je peux dire, moi je ne connais pas Toumba, on n'a jamais échangé. Je ne le connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui nous a sauvé la vie. Et c'est tout ce que je peux dire de Toumba. Et c'est cette image-là que je garde de lui. Mais je ne sais pas pourquoi Toumba est venu au stade, ça je ne peux pas le dire. Mais tout ce que je peux dire, de sa rentrée jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie, les actes qu'il a posés, nous considérons, ce n'est pas moi seul qui le dis, mes compagnons d'infortune le disent. Sidia le dit, Mokhtar le dit, et Jean-Marie, le regretté Jean-Marie aussi le disait. Et Sidia me disait que, tu sais mon frère, il faut dire la vérité, si Toumba ne nous avait pas sorti, on allait mourir au stade. Moi-même, je le dis à mes enfants aussi. Donc c'est l'image-là que je garde de lui. Sinon, je ne connais pas Toumba, mais c'est ce qui s'est passé. Très fier de ce témoignage parce que quand il provient de gens comme vous, comme M. Baouri, de victimes d'ailleurs, parce que vos militants ont péri, certains souffrent encore par leur manque de traitement, d'extraction, celles qui viennent de quitter. Alors, quand vous disculpez Toumba, je vous crois. Et de ceux qui sont mécontents, ils vous croient. Keboro. N'est-ce pas la cheville ouvrière de ce massacre? Une question. Non, je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas dire que Keboro est la cheville ouvrière de ce massacre. Parce que personnellement, je ne l'ai pas vu faire des choses dans ce sens. Comme je l'ai dit, je l'ai vu à plusieurs étapes de cette grande journée, la journée la plus longue. Je l'ai vu du matin jusqu'au soir au moins 4 ou 5 fois, mais je ne l'ai pas vu commettre de crimes ni donner des ordres pour commettre des crimes. Et je voudrais encore revenir sur mon introduction. J'ai dit que je suis devant ce tribunal criminel. Ce n'est ni pour accuser quelqu'un, ni pour disculper quelqu'un. Je donne les faits.
au tribunal d'apprécier. Keburo est-il, oui ou non, un chef de guerre? Il n'y avait pas la guerre. Il est certainement, il a le grade, il avait des grades qui lui permettaient de diriger son secrétariat d'État, mais on n'était pas un État de guerre. Il avait des hommes sous son commandement, ça c'est exact. Est-ce que vous avez besoin d'avoir de lui une arme pour dire qu'il n'a pas abattu quelqu'un? Franchement, maître, je ne peux pas dire de Keburo mieux que ce que je viens de dire. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir un fusil pour que vous vous assurez qu'il a tué ou fait tuer quelqu'un? Le tribunal appréciera tout ce qui a été dit concernant chacune des personnes qui se trouvent dans le box. Pour ce qui concerne Keburo, ce que j'ai dit, c'est les moments où moi je l'ai vu au cours de cette journée du 28 septembre 2009. Était-il à l'hôpital, à la clinique Ambroise? Oui, il y était, je l'ai vu. Dans quelles circonstances, de temps, de lieu, ces agissements? Nous sommes restés à la clinique devant, on n'est pas rentré dans la clinique, nous sommes restés devant la clinique Ambroise quelques minutes. C'est allé très vite. Le temps que Marcel se pose, il y a eu tiraillement entre lui et Boubacar Diakité. Et le temps que Toumba, et plutôt Marcel menace avec la grenade, on nous a remis rapidement le véhicule. C'est allé très 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 vite. Et puis on a fait Marcel. Sa position, son intervention en tant que ministre chargé de la garde présidentielle, donc ministre de la République, face à la détermination de Marcel à en découdre avec la clinique même et tous les occupants et tous les gens que Toumba avait voulu sauver. Est-ce que ça vous avait rassuré? Non, son intervention n'était pas une intervention vigoureuse, mais à un certain moment, je l'ai vu essayer de parler à Marcel. Ce n'était pas une grande intervention, mais il n'était pas là non plus. Et c'est le geste que j'ai retenu de lui. C'est ça. Quand M. Baouri dit qu'il s'étonnait que Bourou était devenu fébrile, amorphe, inopérant, malgré son grade et son titre. Vous confirmez que vous êtes dans le même esprit que M. Baouri? Ben, tout le monde sait qu'au temps de CNDD, il n'y a pas de respect de grade. Les soldats se comportaient comme ils voulaient. Ouais. L'armée était une armée en désordre, on le sait bien. Et c'est pour ça d'ailleurs on a engagé la réforme du secteur de sécurité après les élections. Ça a été une des réussites d'ailleurs du président Alpha Condé. Très bien. Alors, Keburo, qu'aurait dit-il faire ce jour face à cette menace d'insubordonnés qui, dans l'exécution de ce qu'il voulait faire, devait coûter la vie à des innocentes personnes venues avant même cet événement? Question, oui? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'il devait faire, lui, en ce moment-là, et dans ces circonstances-là, face à la menace et à la gravité de l'événement, le désastre qui devait être causé? Selon les explications qui ont été données depuis le début de ce procès, j'ai cru entendre que Marcel relevait de Aboubacar Diakité et que Keburo n'était pas son chef direct, je crois bien. Mais, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de discipline dans cette armée. C'est une armée indisciplinée. Et d'ailleurs, le président de CNDD l'avait dit.
Tchebourou, sur les lieux sans Toumba, devait gouverner, je crois. Il avait la suprématie. Suprématie en tant que ministre, peut-être secrétaire d'État. Voilà. Et en tant que colonel et ministre chargé de la sécurité présidentielle. Même s'il a brillé par son nombrilisme. Oui, le respect du grade, oui, tout à fait. Je ne me sais même pas, vous savez, les grades dans l'armée, il y a eu un chevauchement tel que j'étais perdu entre lieutenant-colonel et tout. Les colonels, il y a eu des centaines de colonels qui ont été nommés. Moi, je ne savais plus qui était commandant ou qui était lieutenant dans l'armée guinéenne. Donc, c'est pour ça que j'hésite souvent à appeler chacun d'eux. Le seul qui n'a pas changé de grade pendant cette période, c'est le président du CNDD. Dadi, c'est resté capitaine. Tous les autres, les grades sont allés très très vite. Mais je n'arrive pas à les distinguer, moi, parce que je suis perdu dans ce chevauchement. Souffrez, monsieur le ministre, parce que vous êtes très important dans ce procès. Pas que je sois virulent envers vous, mais vous êtes tellement précieux que vous seulement vous suffisez pour la manifestation de la vérité. Question. Le stade du 28 septembre, vous l'avez décrit. Le confrère qui vous a appelé n'était pas encore né. Vous avez dit que sa capacité, c'était tout le Grand Conakry qui était invité chaque fois qu'il y avait des cérémonies, c'est ça? C'est correct. Ouais. Absolument. Oui. Et les MIG de Kamanyabi et autres nous surplombaient même à 15 cm au-dessus du stade, hein, je crois. Absolument. Ouais. Il y avait de l'expertise. Oui. Ouais. Ça veut dire que c'est une infime partie, c'est-à-dire des militants de partis d'opposition qui devaient simplement s'y rendre. C'est ça? Oui, tout à fait. Nous savions que nos militants auraient été... Le stade était suffisant pour nos militants, nous le savions. Il y a eu beaucoup de manifestations au temps où le PDG était tout puissant ici, où tout le monde était PDG. Le PDG remplissait le stade avec les militants, les étudiants et tout le monde. Et tout Conakry se retrouvait à l'intérieur. On a vu quand le PIP était là, le PIP a fait des meetings monstres à l'intérieur là-bas. Et nous savions aussi que nous aurions pu amener beaucoup de monde à l'intérieur du stade. Et c'est d'ailleurs parce que les tirs ont commencé trop tôt. Sinon, on aurait rempli le stade jusque dans les stades annexes. Oui. Donc, on n'avait aucun souci. D'abord, vous étiez allé à main nue. M. Baouri même a empêché un garde de ramasser une arme. Oui, moi je n'ai pas vu. Pour l'accomplissement d'un droit constitutionnel, c'est ça? Oui, nous, j'ai pas vu de gens armés, il n'y avait pas de bâton, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cailloux. Les gens tout le monde avait les mains nues. Et je suis sûr que s'ils avaient des armes, ils allaient se défendre. Et la thèse qui dit que les gens ont saccagé le commissariat, je pense que dans vos dossiers, vous avez des rapports d'un commissaire de police qui a dit que c'est l'infiltration qui allait attaquer le commissariat. Parce que nous, les consignes à nos militants étaient très strictes. On n'avait aucun avantage, aucun intérêt à créer le trouble. Nous avions intérêt à avoir un monde auquel on voulait s'adresser pacifiquement. Donc ceux qui ont attaqué le commissariat, nous n'en portons pas la responsabilité. Ça, ce sont des infiltrations qui ont permis pour nous faire porter cette responsabilité. Les rapports l'indiquent dans le rapport qui vous a été soumis. Merci. Encore une fois, excusez-moi de vous interroger, parce que là... Allez-y, maître. Vous savez, j'ai renoncé à un important rendez-vous médical pour mon genou pour venir assister. Comme m'a dit quand j'étais programmé, j'ai dit je vais venir. Donc j'ai tout le temps avec vous. Avec votre permission. Je vous en prie. Vos militants, ils en ont souffert?
Pardon? Vos militants, Oui. ils en ont souffert? Oui, du massacre du 28 septembre. Oui. Nous avons dénombré au sein de mon parti plusieurs femmes qui ont été touchées, beaucoup même. Parce que, comme Non, je l'ai dit... ne vous demande pas de me donner leur nom. Non, je ne donnerai bon. pas. Je ne donnerai pas. Je respecte leurs désirs, leurs décisions, et je le respecte vraiment. Et ce n'est pas seulement dans mon parti. Si l'UFDG a lié la liste des personnes, des femmes qui ont été martyrisées ce jour-là, je crois que la liste sera encore plus grande. Mais nous respectons l'intimité de ces dames, nous respectons ce qu'elles ont dit. Mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de dommages ce jour-là. Et on ne saura jamais. C'est difficile. Je crois que vous continuez même le suivi de certains, hein? Absolument. 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 Nous avons essayé d'aider le maximum. Nous avons essayé d'aider le maximum. Vous tenez qui pour responsable? Le tribunal a écouté tout le monde. Je laisse le tribunal. Je ne voudrais vraiment pas parler à la place du tribunal. Le tribunal, je fais confiance à la sagesse de ce tribunal. Et ce procès-là est un procès emblématique. Oui. Et donc, je suis convaincu que pour la première fois qu'il y a un procès public et contradictoire pour un crime de masse en Guinée, que ce procès va déboucher sur des conclusions qui seront aussi, comme je l'ai dit ce matin, qui feront jurisprudence en Guinée et en Afrique. Je fais confiance à la justice. Moi, je ne voudrais pas me prononcer sur les responsabilités. Ah là, toute ma satisfaction, ma gratitude, et ça confirme ce que j'ai toujours dit de ce tribunal. Il faut le soutenir. C'est la preuve même que la Guinée peut abriter les pays africains. Mais surtout les magistrats que voici peuvent abriter des procès de cette envergure. Ils le font. Et d'ailleurs, avec tellement de professionnalisme que nous n'avons rien à envier à l'étranger. Je crois que vous êtes un témoin de l'histoire à l'international, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit ce matin. Je crois que une de mes satisfactions, c'est de me trouver devant une juridiction nationale guinéenne, sur le sol guinéen, qui juge un crime qui relève de la compétence de la CPI. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'Afrique ne veut, la plupart des pays africains, même au niveau des réunions de l'Union africaine, la CPI est remise en cause. Moi qui ai participé à la création par le statut de Rome, je sais que le statut est parfait. Moi, je le sais. Mais la manière dont il a été utilisé, je crois que là, il y a problème. Mais savoir qu'un pays comme la Guinée a pu organiser un tel procès par le principe de la complémentarité, cela devrait être servi d'exemple pour les pays africains. Pour que ce bon procès, qu'on le mène à son terme, vous avez une très grande responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça fera jurisprudence et ça servira d'exemple pour beaucoup de pays africains pour savoir que les crimes de gravité extrême ces crimes-là sont commis généralement en Afrique. Encore les conflits, c'est encore sur notre continent, malheureusement. Et quand vous voyez même la composition aujourd'hui des Nations Unies, le Conseil de sécurité, près de 80% du travail des Nations Unies s'est consacré à l'Afrique, les conflits. Et c'est au cours de ces conflits qu'il y a ces crimes, les crimes les plus odieux. Mais savoir que les Africains peuvent le faire, vous êtes en train d'administrer l'exemple. Et je vous encourage à continuer sur cette voie. On aurait même pu vous arrêter dès que la première confirmation donnée, mais on aimerait tellement vous entendre parce que, sincèrement, hein, c'est un bréviaire du savoir. Que notre pays soit auréolé d'une telle médaille, nous en sommes fiers. Revenons au bercail. Vous ne nous avez pas dit quelque chose. Vous avez été à la clinique Pasteur? Oui, nous étions à la clinique Pasteur. Vos téléphones, comment ils ont été administrés? Nous sommes rentrés, on s'est débrouillé pour avoir des téléphones. Et les gendarmes qui étaient là, à un moment, nous ont dit qu'on n'a pas le droit de téléphoner.
Et quand ils se sont rendus compte d'ailleurs qu'on a passé des coups de fil, ils sont venus pour essayer de voir s'ils ramassaient les téléphones. Mais on avait parmi nous des gens assez astucieux qui ont trouvé les moyens d'avoir de petits téléphones et on a pu continuer à communiquer avec l'extérieur. Mais c'était contre l'avis des gendarmes qui nous gardaient. Mais on a pu le faire secrètement. Oui. Il vous était refusé de communiquer. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. C'était formel. Oui, ils nous l'ont dit, qu'on n'a pas le droit de communiquer. Et quand ils se sont rendus compte qu'on avait communiqué, ils sont venus pour essayer de voir comment ils... Et ça, c'était le fait de qui? Pas des gendarmes, ils sont des faiseurs, des receveurs d'ordre. Bon, c'est des gendarmes qui nous gardaient. Moi, c'est tout ce que je sais. C'est des gendarmes qui nous gardaient. Oui. Nous étions gardés par des gendarmes. Je sais pas, ils devaient recevoir des ordres. Je ne sais pas qui les a placés là-bas. Celui qui les a placés là-bas lui donnait des ordres. Cessez d'être diplomate. Hein? Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question, s'il vous plaît. Je vais le caresser. Maître, je dis au cours de ce procès ce que j'ai vu. Allez-y, maître. Votre dernier mot, avant le dernier mot de la Cour. Pardon, du tribunal. J'ai exprimé aujourd'hui la grande satisfaction que j'éprouve à venir donner ma contribution aux travaux de ce procès emblématique qui est une grande première dans notre pays. Je suis très heureux d'être devant ce tribunal. Je l'ai souhaité pendant des années parce que j'ai été mêlé à cette histoire et je voulais que justice soit rendue. Et mon dernier mot, c'est de faire en sorte que, comme je l'ai dit le matin, que les décisions qui sortiront des travaux de ce procès ne servent pas seulement à condamner des personnes, mais puissent nous aider à regarder l'avenir autrement. C'est-à-dire que les compatriotes doivent apprendre à régler leurs problèmes par le dialogue et la justice, et non par la force et la répression. J'ai consacré une bonne partie de ma carrière à cela dans beaucoup de pays africains. C'est le message que j'ai toujours donné en Guinée, d'éviter justement la violence et d'accepter de dialoguer. C'est uniquement par ce biais qu'on peut trouver des solutions. C'est mon dernier mot et je le dis depuis ce matin. Et j'y crois fermement. Et quelle que soit la valeur du présent faite à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ce mot, c'est merci. Excellence. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, le représentant de Ban Ki-moon. Merci et merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va se limiter là aujourd'hui. Donc cette affaire est renvoyée au 29 mars 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Oui.